Voilà, chers téléspectateurs, Studio 210 continue. Nous vous demandons des excuses pour ce désagrément technique. Et Ed Chevry Diaz vient de vous l'annoncer que nous allons rentrer dans la phase de questions d'actualité. Questions d'actualité où nous recevons un spécialiste en anatomie et cytologie pathologique. Et donc ce spécialiste n'est autre que le docteur Fabien Gaël Mwamba. Docteur, bonjour. Bonjour, monsieur. Et donc avec lui et de Chevry l'a annoncé, nous parlerons donc de l'anatomie et cytologie pathologique. Docteur, c'est des concepts qui paraissent assez flous, difficiles à comprendre. C'est quoi c'est exactement? D'abord, merci pour la parole. Je profite de l'occasion pour remercier les organisateurs de l'émission pour l'opportunité qu'on m'offre pour parler d'une discipline effectivement qui n'est pas connue du grand public et même des médecins en particulier. Donc pour comprendre ce que c'est l'anatomie pathologie, il faut repartir vers l'historique de cette spécialité. Donc tout commence au XVIIIe siècle. En France, comme dans bon nombre de pays européens, la médecine était simplement limitée aux considérations périmées et aux facteurs sociaux, en fait, donc aux coutumes. Quand vous parlez de considérations périmées, est-ce que vous pouvez... En fait, ce sont des coutumes qui dominaient un peu la médecine dans la plupart des pays à cette époque-là. Donc, ce qui faisait que certaines facultés avaient même limité leur formation aux spécialités médicales simplement, et la chirurgie était par exemple exclue dans des facultés intransigeantes. Alors, au fur et à mesure de l'évolution, il va y avoir un livre qui va paraître en 1799. C'est ce qu'on appelle le traité des membranes. Donc, c'est un livre qui a été rédigé par M. Bichat, qui est considéré comme étant l'un des pères de l'anatomie pathologique. Et donc, dans ce livre, il part d'une considération du corps humain comme étant constitué des organes voisins les uns des autres. Il propose que le corps humain est plutôt considéré constitué des enveloppes successives qui recouvrent ces organes. Et donc par rapport à ça, ça va lui permettre de comprendre la propagation des maladies à cette époque-là, comment on va partir d'une tuberculose qui est au niveau du poumon, qui va se généraliser au niveau de tout le corps. Donc ça va être le point de départ de cette discipline. Et il y a un deuxième livre qui est important, c'est ce qu'on appelle le traité d'auscultation médiate, donc de Laennec. C'est un cylindre qui servait, c'est un peu le précurseur du stéthoscope aujourd'hui qui est utilisé par les médecins. Donc c'est un nouveau outil qui va être découvert, et pour faire la promotion de cet outil-là, on va écrire un livre, et on constate que bon, cet instrument ne suffit pas pour faire comprendre exactement comment fonctionne le corps, et donc il faut le comparer avec l'examen du cadavre en regardant les tissus biologiques. Donc c'est à ce moment-là que va arriver l'anatomie pathologie. Donc pour revenir à votre question de la définition, oui. Donc l'anatomie pathologie, c'est une spécialité médicale, donc médicale parce que pratiquée par des médecins, oui, qui a pour objet de procéder à l'étude des anomalies morphologiques des tissus biologiques et des cellules pathologiques. Bon, tout ça, c'est des concepts un peu compliqués à comprendre. Et donc, je vais utiliser l'étymologie des mots pour faire comprendre à ceux qui nous suivent. Donc, ana, du latin, veut simplement dire corps. Tomie veut dire couper. Et patho veut dire maladie, et logie veut dire étude. Donc, étude des maladies en procédant à la coupe du corps. Alors, il ne s'agit pas ici d'une coupe criminelle, faite par des bébés noirs à la cité. C'est une coupe méthodique. Donc, on reçoit par exemple un organe, on l'étudie méthodiquement. Ensuite, on va dire d'abord à l'œil nu, qu'est-ce qu'on voit? Est-ce qu'il y a des lésions? Ensuite, on va regarder au microscope pour apprécier ce qu'on a vu à l'œil nu. Mais à notre connaissance, il y a déjà la chirurgie qui est censée déjà couper. Pourquoi encore une autre discipline ou une autre spécialité qui couperait? Est-ce que bon, c'est quand même un peu flou, on ne comprend toujours pas. Voilà. Donc la chirurgie, effectivement, c'est pour couper, mais on coupe pour enlever, mais sans forcément savoir ce qu'il en est. Donc on enlève quelque chose. Je peux prendre l'exemple de l'appendice. Quelqu'un fait une appendicite, on coupe l'appendice, on enlève l'appendice, mais on ne sait pas ce que c'est réellement. Est-ce que cet appendice est survenu sur une pathologie sous-jacente? Ça, on ne peut pas le savoir. Donc c'est pourquoi, quand on enlève quelque chose de l'organisme, ça c'est, je le dis au profit donc de ceux qui nous suivent, lorsque vous êtes à l'hôpital et qu'on vous enlève quelque chose de votre corps, donc un gonflement pathologique, ce qu'on appelle une tumeur,
quand on vous enlève quelque chose, il faut qu'on l'analyse. On l'analyse au niveau du service d'anatomie pathologie pour voir est-ce que ce qu'on a enlevé, est-ce que c'est un gonflement simple ou bien c'est un gonflement suite à un cancer. Okay, parce qu'effectivement, c'est là où je voulais en venir. On vous entend parler, c'est comme si cette discipline ne s'appliquerait que dans des cas cancéreux ou de tumeurs. C'est l'impression que je... Oui, effectivement, c'est souvent l'impression que ça donne, mais ce n'est pas seulement ça. Donc, là, vous parlez en fait des applications d'anatomie pathologie. Ouais. Donc, premièrement, comme je l'ai dit, c'est pour le diagnostic, des maladies qui nécessitent une certitude anatomie pathologique, parmi lesquelles le cancer. Donc, pour dire que quelqu'un a un cancer, effectivement, il faut que l'anapathe puisse dire que cette personne a ou non un cancer. Mais en dehors des cancers... L'anapathe, c'est celui qui pratique l'anatomie pathologique. Donc, en fait, vous êtes un anapathe. Un anapathe, bon, c'est un diminutif un peu informel. Okay, sinon, le vrai nom, c'est anatomopathologiste ou bien pathologiste. Alors, donc, en dehors du cancer, le cancer, c'est ce qu'on appelle des lésions tumorales. Donc, les tumeurs peuvent être cancéreuses ou non. Mais en dehors des lésions tumorales, il y a des lésions non tumorales. Donc, l'inflammation, je prends l'exemple de la tuberculose. Il y a les pathologies dégénératives, les pathologies métaboliques et même nutritionnelles. Donc, on ne se limite pas simplement au cancer. Maintenant, en dehors du caractère diagnostique, il faut aussi dire que lorsqu'on enlève à quelqu'un une tumeur, nous avons aussi pour rôle de s'assurer que la tumeur a été totalement enlevée. Donc, en étudiant les marges. Ça aussi, c'est un rôle qui est dévolu à l'anatomie pathologique. Est-ce qu'à ce niveau-là, vous ne devriez pas être du côté de ceux qui devaient d'abord regarder la chose avant une opération? Parce que si c'est seulement se rassurer que la tumeur a été totalement enlevée, c'est comme si vous serez obligé de dire aux autres, notamment aux chirurgiens, au cas où ils ne l'ont pas fait, de reprendre l'intervention. Voilà, là, il y a quelque chose qu'il faut souligner, que je n'ai peut-être pas souligné. Parmi les prélèvements que nous recevons, il y a ce qu'on appelle des prélèvements biopsiques. C'est-à-dire que vous avez une tumeur qui est grosse, on ne peut pas enlever avant de savoir ce que c'est exactement. Le chirurgien peut aller prélever un tout petit tissu qu'il peut nous envoyer pour qu'on lui dise déjà à l'avance ce que c'est. Et donc, il va enlever la tumeur en toute sécurité. Ça, c'est une possibilité. Deuxième possibilité, c'est lorsqu'il s'agit par exemple des cytologies. Donc, c'est quelqu'un, un jeune couple, le monsieur a l'habitude de palper le sein de sa conjointe et constate subitement que dans le sein de sa conjointe, il y a une boule inhabituelle. Il va voir un médecin. Et le médecin, s'il est bien inspiré, il va vous envoyer vers l'anatomopathologiste pour faire une cytoponction mammaire. Donc, quand on va prendre une aiguille, on va piquer dans cette boule-là pour retirer un liquide qu'on va étaler sur une lame. Donc, j'ai ici donc, un peu l'image de la lame. Donc, c'est cette lame sur laquelle on va étaler le matériel qu'on va prélever et qu'on met sur un microscope et on regarde. Est-ce qu'on peut avoir un peu cette lame-là, s'il vous plaît? Pour dire exactement qu'est-ce qu'il y a sur l'étalement qu'on a retiré sur cette personne-là. Donc, on a deux possibilités. Il y a... Donc, il y a donc deux possibilités. D'abord, on est dans une situation où la personne n'a pas encore été opérée. On peut avoir besoin de la lame pendant que vous parlez. Voilà, donc ça, c'est une lame d'une pièce opératoire. Et ça, c'est pour la cytologie que je suis en train de dire tout à l'heure. Voilà, donc, il n'y a pas que quelqu'un qu'on enlève la tumeur et puis on va voir si ça a été enlevé en totalité. Il y a la possibilité d'enlever une toute petite partie et on nous envoie, on répond, ensuite on va enlever et on analyse encore un peu plus dans le détail. Donc il y a toutes ces possibilités-là qu'on arrive à voir. Maintenant, il y a autre chose que je vais ajouter qui concerne l'anatomie-pathologie, c'est l'autopsie. Donc l'autopsie pour des situations pour lesquelles la personne est décédée pour une cause médicale douteuse. Là, le pathologiste peut aussi être important pour pouvoir savoir exactement quelle est la raison médicale réelle qui a conduit à la mort d'une personne. Maintenant, lorsque c'est une cause suspecte, effectivement, là, ça relève de la médecine légale. Bon, je suis médecin légiste, mais je parle d'une pathologie. Donc, dans ces cas-là, où on veut rechercher la cause scientifique de la mort, on peut avoir besoin du pathologiste pour faire l'autopsie. Il y a quand même, vous savez que les téléspectateurs vous suivent. Vous êtes médecin, vous venez de le dire, vous évoluez au CHU. Et je réalise que vous êtes en train d'aborder un domaine de médecine qui est très capital, pour ne pas dire indispensable, à notre survie. Mais moi, l'impression que j'ai, c'est que vous n'êtes pas nombreux dans le domaine. Comment pouvez-vous expliquer, vous, en tant que médecin, en tant que spécialiste, qu'un domaine si important comme ça, là, qu'on n'ait pas, à moins que je puisse me tromper, qu'on n'ait pas assez de spécialistes en tant que médecin. D'après vous, qu'est-ce qui freine? Pourquoi on n'a pas aussi autant de spécialistes dans ce domaine?
Merci, c'est une bonne question parce que il n'y a pas autant de spécialistes dans ce domaine, simplement parce que pour choisir une spécialité, il faut... Au total, on en a combien? Au total, nous en avons 3. Donc je profite pour saluer mes chers maîtres, donc le professeur Peko, Jean-Félix, qui est un peu le porte-étendard, entre guillemets, de l'anatomie pathologique au Congo actuellement. Ensuite, il y a le professeur Nassir Moukassa, qui est le directeur général de l'État d'Oyo. Donc lui également, il est pathologiste. Et moi qui est le tout petit poussin, entre guillemets, de la discipline. Ça, c'est pour les 3 qui sont sur place au Congo. Alors, le choix de la spécialité, pour faire, il faut que vous vous sentez d'abord capable par rapport à votre vocation. Il faut que ça vous inspire. Vous devez avoir des gens qui vous inspirent. Donc, malheureusement, nous n'avons peut-être pas eu beaucoup de gens qui nous ont inspirés dans ce sens. Moi, j'ai eu cette chance d'avoir les 2 noms que j'ai cités qui m'ont inspiré pour se lancer. Donc, de plus en plus, actuellement, il y a un DES, donc un diplôme d'études spécialisées dans l'anatomie pathologique qui a été ouvert à Brazzaville, conduite par notre cher maître, le professeur Peko. Et dans ce DES-là, il y a effectivement des étudiants qui ont commencé à faire cette discipline. Et donc, dans les années à venir, on va... Au moins, ils sont au nombre de actuellement, ils sont au nombre de 3. Mais c'est insuffisant quand on voit toute une nation, parce que déjà, excusez-moi, vous êtes à Brazzaville, le professeur Peko est à Brazzaville, actuellement, le professeur Moukassa est à Oyo, mais sur l'étendue du territoire, voyez-vous, le système sanitaire à ce niveau-là, jusqu'à cette date, pose problème. Vous êtes un peu souvent accusé, acculé, pour dire voilà, etc. Et on continue à voir. Maintenant, quelle est la politique? Vous êtes médecin, vous êtes dans le domaine. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qui manquerait aux jeunes, un grand nombre, puissent vouloir se spécialiser dans le domaine et qu'on ait assez de médecins pour essayer de résoudre ces problèmes? Voilà, donc ce qu'il faut faire, en fait, ça c'est un avis plus ou moins personnel. Tout à fait, oui. Donc, c'est d'abord nous qui sommes dans le domaine inspirés à travers nos attitudes, notre façon de faire, notre façon de travailler, donc par le travail. Ça va faire que les gens nous prennent en exemple et se lancent dans cette discipline-là. Alors, en dehors de ça, il faut qu'on ait un peu plus de moyens. Bon, je prends l'exemple du laboratoire de pathologie. Il est un peu étroit parce que ça se trouve à l'intérieur même du laboratoire en général du CHU. Donc l'espace n'est pas suffisant pour accueillir un plus grand nombre d'étudiants. Donc ça peut également être un problème. Donc en dehors de ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut qu'il y ait bien des gens en médecine qu'on ne se limite pas simplement aux spécialités connues, qu'on aille de plus en plus vers des spécialités qui ne sont probablement moins connues, mais qui sont des spécialités d'avenir, sans quoi notre système de santé, effectivement, ne va pas avancer. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Et donc, un peu dans le même domaine, j'aimerais un peu qu'on revienne un peu sur cette spécialité. Les Congolais qui vous écoutent en ce moment précis, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir avec les mots? Parce que quand vous utilisez les expressions, ces techniques, ce n'est pas évident qu'elles soient comprises du commun de mortels. Mais qu'est-ce que les Congolais vont retenir avec les mots les plus simples de cette anatomie? Parce que quand on va à l'hôpital, après on apprend qu'on doit couper une partie du corps, ça fait mal. Qu'est-ce que les Congolais vont retenir? Alors, ce que les Congolais vont retenir, c'est que, je vais revenir un peu pour dire qu'en anatomie pathologique, j'ai dit tout à l'heure, il y a la partie cytologique et il y a la partie histologique. Donc, la cytologie, c'est les cellules, hein, et l'histologie, c'est les tissus. Alors, la cytologie, essentiellement, comme je l'ai dit, sont des cytoponctions pour le dépistage. Le dépistage du cancer du sein, par exemple, et le cancer du col de l'utérus. Lorsqu'on fait des frottis cervico-utérins, on prélève, on rate au niveau du col pour prendre des sécrétions, pour pouvoir les analyser. Ça rentre dans le cadre du dépistage qui se fait en anatomie pathologique. Donc, pour un enfant qui est déjà en activité sexuelle, lorsque sa mère, par exemple, a besoin de vérifier que cette personne, que cette fille-là n'est pas encore rentrée en contact avec le virus HPV, par exemple, le cancer du col, il peut procéder à ce qu'on appelle un dépistage du cancer du col en commençant par le frottis. Donc ça, c'est un élément important que les gens peuvent déjà retenir. Alors, deuxièmement, c'est lorsque nous avons quelque chose de suspect, c'est-à-dire un gonflement anormal, ce qu'on appelle tumeur. Gonflement anormal, c'est un gonflement pathologique. Donc, c'est une lésion qui apparaît sur un corps, qui est inhabituelle. Vous pouvez vous rapprocher du médecin. Lorsque le médecin est bien formé, effectivement, il pourra vous orienter vers l'anatomie-pathologie pour faire la cytoponction. Alors, en dehors de ça, toutes les interventions chirurgicales qui se font, lorsqu'on en est, même quand il s'agit d'un avortement clandestin qui s'est produit à la cité, pas clandestin, mais plutôt thérapeutique, c'est-à-dire quelqu'un qui a une grossesse et que subitement à la maison perd sa grossesse, il faut qu'on comprenne pourquoi cette grossesse est sortie. Donc, ce qui sort là, on peut prendre ça et l'envoyer au laboratoire d'anatomie-pathologie pour rechercher une pathologie sous-jacente, notamment les maladies trophoblastiques. Alors, en dehors de ça, je prends l'exemple aussi
courant d'une pathologie très courante chez les personnes âgées, notamment les hommes, la pathologie prostatique. Donc c'est un papa qui a du mal à uriner, qui va aller voir un médecin, qui le rend vers un urologue. L'urologue va faire une échographie pour voir la taille de la prostate. Il va faire un PSA, mais ne comprendra pas, ne connaîtra pas exactement quelle est la pathologie prostatique qu'il y a. Est-ce que c'est une inflammation? Est-ce que c'est un cancer? Est-ce que c'est une tumeur bénigne de la prostate? Une tumeur simplement de la prostate. Alors à ce moment-là, il aura besoin d'un avis du pathologiste avant d'opérer la personne. Donc, c'est pour ça que quelqu'un qui a la prostate, on ne l'opère jamais sans qu'on ait une preuve pathologique. Ok, donc quelqu'un qui a la prostate, on ne l'opère jamais sans connaître l'autre là. Le 7 avril de chaque année, c'est la journée mondiale de la santé. Et je pense que pour cette année 2018, le thème, d'après ce que je pense que j'ai entendu, ce sera la couverture sanitaire universelle partout et pour tous. Cela sous-entend une couverture sanitaire où il y a l'accès des soins, des services de santé à tous, mais à des coûts où les gens ne subiraient pas l'autre là. Est-ce que vos examens ne coûtent pas encore excessivement cher? Vous avez une idée du niveau de vie des Congolais? Est-ce que ce n'est pas quelque chose que vous mettez à la disposition de ceux qui sont en mesure d'eux? Mais vous connaissez bien le niveau, si vous voulez, économique moyen du Congolais. Est-ce que vraiment les Congolais sont-ils en mesure de pouvoir bénéficier de vos services en date d'aujourd'hui? Oui, merci. Donc le Congo est, à ma connaissance, le pays où l'examen anatomopathologique coûte le moins cher au monde. Je prends le risque de le dire, tout simplement parce que tout examen anatomopathologique, qu'il s'agisse de la cytologie ou bien de l'histologie, coûte 5 000 francs. Donc 5 000 francs au CHU de Brazzaville. Donc si on vous a opéré, on vous enlève une... C'est seulement au CHU qu'on fait cela? À Brazzaville, il n'y a qu'un seul laboratoire d'anatomopathologie, c'est au CHU. Et au Congo, du Au Congo, il y a un laboratoire à l'hôpital général Luandili qui était tenu par le professeur Moukassa. Et pour le fait qu'il ne soit plus là-bas. Voilà, donc ça veut dire qu'actuellement, l'activité est plus ou moins en berne. Alors, donc je disais que le prix est à 5 000 francs pour tout examen anatomopathologique, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. Moi, personnellement, je suis formé au Sénégal. Au Sénégal, une biopsie coûte 25 000 francs et une pièce opératoire, c'est 40 000 francs. Et une cytologie coûte 5 000 francs, voire 10 000 francs. Mais au Congo, tout est à 5 000 francs. Tout est à 5 000. Est-ce qu'un dernier mot que vous pouvez adresser à tous ceux qui vous écoutent? Alors, le mot de la fin que je peux adresser à ceux qui nous écoutent, c'est de savoir que l'anatomopathologie, c'est vrai que ce n'est pas connu comme spécialité, mais elle existe. Les dégâts sont énormes lorsque on vous enlève quelque chose et qu'on ne sait pas réellement c'est quoi. Si c'est un cancer, ça peut s'apparenter à un volcan qu'on va provoquer. Donc, on ne sait pas réellement comment ça va réagir après. Donc, lorsque vous êtes opéré à la cité, on vous enlève une lésion, quelle qu'il soit, exigez au médecin de faire un examen anatomopathologique. Ça, c'est la première des choses que je veux dire. Deuxièmement, lorsque vous avez quelque chose de suspect au niveau du sein, peu importe l'endroit, un gonflement plus ou moins anormal, consultez un médecin et s'il est bien informé, il va apprécier la nécessité de vous orienter vers un anatomopathologiste. Et troisièmement, c'est pour le cancer du col de l'utérus qui est un fléau pratiquement aujourd'hui. Ouais. Donc ça, pour les filles, les jeunes filles qui sont présentes d'activité sexuelle, c'est déjà voir s'ils ont des lésions pour les dépister à temps pour qu'ils ne puissent pas développer un jour des cancers. Et ça va leur permettre aussi, lorsqu'ils sont rassurés qu'il n'y a rien, de pouvoir faire une vaccination contre le cancer du col. Et pour celles qui n'ont pas encore connu les hommes? Alors pour ceux qui n'ont pas connu les hommes, effectivement, il n'y a pas à s'inquiéter en ce qui concerne le frottis, bien sûr, parce que on considère le cancer du col comme étant une infection sexuellement transmissible. Mais elles peuvent se vacciner. La vaccination, effectivement, ils peuvent faire pour être protégés bien avant contre certains fléaux comme le cancer du col. Ok, donc voilà, chers téléspectateurs, le docteur Fabien était là pour nous instruire, nous informer sur l'anatomie et cytologie pathologique. Ce sont des informations qui sont utiles, capitales pour moi, mais comme pour vous, parce que nous sommes des êtres qui avons des corps et nous avons besoin que ces corps-là soient traités. C'était donc une question d'actualité. Chevry venait de le dire, l'un de nous, donc Germain Onzia, vient de perdre sa grande sœur pendant que nous sommes en train de tourner. Et donc nous souhaitons les condoléances les plus attristées à cette famille éprouvée. Et donc Studio 210 continue
c'est l'heure du face-à-face. Certains, vous avez compris avec le sujet qui vient d'avoir lieu, notamment sur Marie-Madeleine. Et donc, le sujet que nous abordons dans ce face-à-face, c'est l'Église et la femme. C'est un mystère. On ne sait pas ce que c'est. Moi, personnellement, je ne sais pas. Certainement, toi non plus, tu ne connais pas. Mais c'est mieux que tu restes scotché pour comprendre quel est le contenu que les éminents pasteurs, ces hommes qui ont la connaissance, ces hommes qui entendent Dieu, peut-être qui dorment avec Dieu, que sais-je, qu'est-ce qu'ils vont nous dire de ce sujet-là? Et Ed Chevridiaz va donc animer ce face-à-face. C'était question d'actualité.